Raitelingo avec livre en filigrane, c'est maintenant. Aussi étendues soient les savanes, il n'y a point de barrière entre les peuples, ni langue, ni culture, ni rien ne saurait éteindre le feu allumé par les ancêtres. Livre en filigrane, un échange autour du livre. Livre en filigrane, espace d'expression des auteurs, éditeurs, lecteurs et bibliothécaires. Livre en filigrane, moment de délectation avec Raitelingo sur Radio Micodec. Soyez le meilleur, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez et où que vous soyez. Elles sont 7, ces nouvelles qui donnent vie au recueil d'Édouard Kali-Tikachi, édité chez Le Lys Bleu. Qui est mieux placé qu'un écrivain pour nous mettre devant un miroir? Qui a dit que le livre n'a plus droit de citer à l'ère du numérique? Ces questions trouvaient satisfaction pendant la lecture du recueil de nouvelles Les ailes du rescapé d'Édouard Kali-Tikachi. C'est d'ailleurs lui notre invité. Ami des belles lettres, bonsoir. Livre en filigrane, espace d'expression des auteurs, éditeurs, lecteurs et bibliothécaires. Premier invité pour cette année 2026, Amis des ondes, nous sommes avec un écrivain qui va intervenir pour la première fois au cours de cette émission Livre en filigrane, mais c'est sûr que ce n'est pas la dernière fois, il reviendra pour d'autres écrits parce qu'il en a beaucoup, il a à son actif beaucoup de livres. Nous sommes avec l'auteur du recueil de nouvelles Les ailes du rescapé. On l'appelle Édouard Kali-Tikachi. Monsieur l'écrivain, bonjour. Bonjour madame la journaliste et très heureux d'être avec vous dans cette émission dans les locaux de Radio Micodec. Certainement prochainement vous reviendrez ici pour d'autres livres. C'est une introduction pour moi afin que vous nous parliez de différentes parutions que vous avez eues avant Les ailes du rescapé. Ok, merci. Effectivement, ça me ferait une grande joie de revenir pour d'autres émissions. J'ai effectivement publié d'autres livres, dont 3 romans, tels que Le fonctionnaire naguère respecté et envié, publié en 2010, tels que Le mariage interdit, tels que Sodou, le bébé de la décharge publique. J'ai aussi publié un recueil de poésie, c'est Le regard des autres. J'ai ensuite publié des essais chrétiens, j'ai publié aussi dans Le monde chrétien. J'ai publié Le baptême de feu, j'ai publié aussi La prophétie. Donc voilà à peu près fait le tour de mes publications. Voilà, si je lui ai demandé de citer quelques de ces livres, c'est parce que nous avons aujourd'hui un livre mondial, universel, qui est Google. Vous allez vous taper n'importe quel titre de tous ces noms qu'il nous a cités ici. Certainement, vous tomberez sur un et vous pourrez lire même à distance ou faire la demande pour trouver ce livre et l'avoir en version papier. C'est toujours bien. Il y a un contact important entre le papier et le lecteur, monsieur l'auteur. Tout à fait. C'est très important de lire, effectivement. C'est vrai qu'à l'Internet, on peut avoir des résumés, quelqu'un peut vous parler du livre, mais c'est bien de lire parce que lorsqu'on lit, on se cultive aussi, on apprend des choses, on découvre de nouveaux mots, on découvre aussi des nouvelles cultures, parce que lorsque vous lisez surtout un auteur étranger, par exemple, vous découvrez des cultures, vous découvrez beaucoup d'autres choses dans le livre. Le livre, c'est vraiment un trésor. Le livre, c'est un trésor. Les ailes du rescapé également. Et nous sommes là pour Les ailes du rescapé, naturellement. Livre écrit par Édouard Kali-Tikachi, qui est notre invité. Aux éditions Le Lys Bleu, recueil de nouvelles. 7 bonnes nouvelles partagent ce recueil. Nous avons le chef de la circonscription. Nous avons le tracteur bloqué, le naufragé. Nous avons le cabossé, le rescapé, l'enseignant, l'hécatombe. Monsieur l'écrivain, quand nous lisons de bout en bout ce recueil de nouvelles, nous nous rendons compte qu'il y a des thématiques qui reviennent, telles que le mysticisme et le réalisme.
Il y a le rapport exécution projet ville-campagne. Il y a l'hostilité envers les citadins ou des actions de développement qui arrivent dans des milieux ruraux. Il y a l'investissement dans le village. C'est une problématique que vous avez beaucoup abordée, surtout dans les premières nouvelles. Et il y a le conflit de compétences entre les agents de l'État et les investisseurs privés. Voilà. Bon, effectivement, moi j'observe beaucoup la société. Partout où je passe, dans les quartiers, dans les familles, dans le monde rural quand j'y vais. Et donc, c'est un peu le résultat de toutes ces observations-là qui m'ont amené à écrire ces différentes nouvelles, ce que vivent les enseignants, ce que vivent les agents de l'agriculture, ce que vivent peut-être les agents de l'administration, les conflits qu'il peut y avoir entre des nouvelles personnes affectées dans une localité, une commune urbaine de seconde zone, comment ceux qui sont là reçoivent ce qui arrive. Donc ce sont ces observations-là qui m'ont amené à écrire ce livre. C'est le résultat un peu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a partagé. Voilà. Et quand vous évoquez toutes ces relations, tous ces conflits, tous ces rapports qui sont pas souvent bons entre, par exemple, les autochtones et les investisseurs qui arrivent, en filigrane, vous avez une idée sur le manque de développement. En fait, quand ça ne marche pas, le développement n'est toujours pas au rendez-vous. Effectivement, ça paraît comme des détails. C'est des situations que l'on vit parfois sur le terrain, mais on ne se rend pas compte qu'ils impactent négativement les actions de développement. Je vous prends l'histoire du tracteur bloqué. Des agents de développement vont pour faire du travail, mais les machines sont complètement bloquées et on n'a pas pu les sortir de là. Malgré toute la technicité utilisée, on a même appelé un pasteur pour aller prier pour débloquer la situation. Ça ne pouvait pas avancer. Donc le travail était bloqué. Donc les techniciens ont bien fait un programme de travail, mais ce travail ne pouvait pas s'exécuter. Il a fallu faire intervenir le chef du village, il a fallu parlementer, menacer, pour que enfin ces tracteurs-là sortent et qu'on fasse le travail. Donc il y a des pesanteurs comme ça, il y a des situations, moi-même j'ai été un agent de terrain, j'ai vécu aussi parfois certaines situations, donc ça bloque le développement. Comme vous parlez du tracteur bloqué, Edouard Kalitikati, nous allons nous rendre à la page 31. Livre en filigrane, bonne lecture. À la suite de ce bref entretien assorti de menaces, le chef du village, en accord avec son staff, assisté du pasteur du village, envoya rapidement des émissaires chercher Madeleine dans son village. Toute la population fut prise de crainte en ayant été informée des menaces du directeur. Certains commencèrent à proférer à leur tour des menaces contre Bouliafou, qui avait fait venir ses tracteurs dans le village. D'autres se mirent à planifier des voyages pour quitter le village avant la mise à exécution des dites menaces. Madeleine arriva 3 jours plus tard. Elle eut un long entretien avec le chef du village. Personne d'autre ne fut autorisé à assister à cet entretien. Par la suite, le chef du village organisa une rencontre entre Bouliafou et Madeleine en sa présence afin d'harmoniser les positions permettant le déblocage de la situation. Alors, il y a eu un entretien entre le chef du village et Madeleine. Madeleine qui est, pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas encore lu la nouvelle, qui est la première propriétaire du site. Mais il y a un non-dit. Qu'est-ce qui s'est dit finalement à la réunion entre Madeleine, le chef du village, et Bouliafou? Parce que Bouliafou, c'est elle qui, enfin, c'est la belle nièce qui a hérité du site. Pour qu'on débloque la situation, qu'est-ce qui s'est dit entre ces 3 personnes? Bon, selon vous, hein, oui. Pas selon l'histoire, mais selon vous. En tout cas, c'était un mystère. Lorsque vous lisez, effectivement, il y a un non-dit. Le chef s'est enfermé d'abord avec Madeleine. Ils ont parlé parce que Madeleine avait quitté le village, elle était partie ailleurs, elle a abandonné le site. Et ce site a été récupéré par Bouliafou, une jeune fille qui est donc sa belle-nièce. Et lorsque cette jeune fille bénéficie d'un financement pour exécuter le travail, tout est bloqué. Donc le chef parle avec Madeleine, puis après il prend les 2 femmes ensemble, il discute encore avec elles, seul avec... il n'y a personne d'autre qui assiste, il n'y a que le chef du village qui parle avec les 2 femmes. Et après cet entretien, tout a été débloqué. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Dans le village, il y a ce genre de choses. C'est des secrets. Qu'est-ce que Madeleine a dit ou fait pour que la situation se débloque? Parce que le chef du village était déjà là, il n'a pas pu faire quelque chose. Bouliafou était déjà là, il n'a pas pu faire quelque chose. Il a fallu que Madeleine vienne
et qu'on l'entretienne vraiment en aparté. Qu'est-ce qu'on lui a promis, qu'est-ce qu'on lui a donné? Tout ça, c'est le mystère. Mystère, la situation débloquée. Si vous voulez en savoir davantage, vous n'avez qu'à lire Les ailes du rescapé, et la nouvelle, c'est Le tracteur bloqué. Et l'histoire se passe dans un milieu semi-rural peut-être, mais il y a une autre histoire, la première, qui se passe aussi dans un milieu semi-rural. Il s'agit de la nouvelle, le chef de la circonscription, qui est Tibambi. Tchibabi. Là, c'est en Vili. Le chef de la circonscription s'appelle Tchibabi. Comme vous avez dit en Vili, Tchibabi, c'est quelqu'un qui est méchant, qui est influent. C'est quelqu'un qui impressionne. C'est quelqu'un qui est sans pitié. Voilà ce que ça veut dire Tchibabi. Il est donc chef de circonscription, et dans sa commune, dans sa circonscription, arrivent des agents d'une organisation un peu internationale qui travaillent, qui ont leur projet qui est là, qui travaillent, mais qui ne lui rendent pas toujours compte. Et lui, il souffre un peu de ça, de voir qu'il y a un personnel qui ne maîtrise pas. Et donc, ils avaient aussi du matériel qui était là, qu'ils devaient distribuer à des bénéficiaires. Et lui, il lorgnait ce matériel-là. Donc, plusieurs mois après, il apprend que ces gens-là vont quitter la localité, ils vont partir. Et lui, il se rapproche pour dire, mais est-ce que c'est vrai? On lui dit oui, mais il dit, mais attends, vous quittez la localité, vous ne me dites pas, et puis le matériel là, qu'est-ce que vous allez en faire? Et donc, il y a une discussion qui s'engage, et puis finalement, ça dérape, et il va prendre des mesures contre tout le personnel, il les met presque en otage, et puis finalement, voilà, il y a eu des situations, il y a eu des échanges de paroles, donc le monsieur s'est montré, comment dire, il a voulu imposer son autorité, voilà, la dictature, sur un personnel qui ne relève pas directement de lui. Mais ça, ce sont aussi des situations que l'on vit parfois dans des milieux ruraux, là, où il y a quelqu'un qui est là, un chef, et quand vous arrivez, même pour un petit court moment, là, il pense qu'il doit vous dominer, il doit vous dicter des choses, alors que vous allez avec une feuille de route, vous avez des choses à faire. Donc voilà, c'est ce genre de choses que j'ai voulu mettre à la lumière des lecteurs. L'auteur l'a dit, ce sont des petits détails, mais qui entravent au développement, effectivement. Et pour terminer avec le chef de la circonscription, à lire également, absolument, nous allons nous partager, parce que au cours de cette émission Livre en filigrane, ce sont les lectures. On doit donner le goût de la lecture à ceux qui nous écoutent. À la page 15, nous avons l'avant-dernier paragraphe. Livre en filigrane, bonne lecture. Monsieur le chef de circonscription, depuis 3 ans que nous sommes à Angola, c'est la première fois que nous demandons à vous rencontrer de manière aussi expresse. Jusque-là, nous avons travaillé en respectant les us et coutumes de la localité. Et je pense que vous n'avez pas eu à vous plaindre d'aucun d'entre nous. Nous ne vous avons aucunement manqué de respect et avons consciencieusement rempli les fonctions pour lesquelles nous avons été affectés ici. Cependant, nous sommes troublés par ce qui est arrivé à nos 2 collègues qui ont voyagé ce matin. Ils nous ont appris que nos véhicules n'ont plus le droit de sortir de Angola et qu'ils n'ont pu voyager qu'après la fouille de fond en comble de leurs véhicules. Nous avons l'impression d'être pris en otage et nous ne comprenons pas ce qui se passe. C'est comme cela. Il y a ceux qui vont se retrouver s'ils étaient déjà en mission quelque part. L'idée de ces nouvelles, c'est pour dire que quand nous avons des responsabilités, acceptons tout ce qui vient autour de nous et travaillons ensemble parce que nous sommes là pour un même objectif, le développement de la circonscription qui nous reçoit. Le naufragé, ça se passe toujours au village. Livre en filigrane, espace d'expression des auteurs, éditeurs, lecteurs et bibliothécaires. Alors, le naufragé, c'est... Bon, il y a une délégation qui est allée en mission quelque part et qui n'a pas pu composer correctement avec les autorités locales. En ce sens que ils ont négocié pour une prise en charge, les responsables locaux leur ont donné un agent qui devait les accompagner sur le terrain. Mais au dernier moment, ils ont écarté cet agent-là et puis ils ont pris quelqu'un d'autre. Et finalement, ils ont eu des problèmes. Ils se sont renversés au milieu de la rivière. Et heureusement que personne n'est mort, mais en tout cas, ils ont frôlé la mort, ils ont frôlé la noyade. Parce que justement, le chef qui vous reçoit vous présente une situation, mais vous avez choisi de faire autrement, parce que bon, peut-être que vous estimez que ce que le chef du village a décidé, ce n'était pas bon. Et puis voilà, il y a des répercussions.
Et ils ont vu des choses qui ont fait qu'ils ont dû quitter la localité en catastrophe. Tel que vous venez d'expliquer, c'est comme cela que l'histoire se passe. Et le naufragé, on peut retenir que quand vous arrivez dans une localité, comme qui dirait, quand vous allez quelque part, on marche avec un seul pied, marcher avec un seul pied. Vous arrivez, on vous a proposé des services d'un autochtone, mais vous vous êtes détourné de ce contrat, parce que c'était un contrat effectivement. C'était un contrat qu'ils avaient signé avec le chef pour qu'un autochtone les accompagne à la rivière, faire la traversée. Mais le matin, ils ont changé d'avis et ils n'ont pas averti. Et voilà comment ils se sont renversés dans la rivière. Mais avant qu'on lise à la page 34, j'ai une préoccupation en lisant ce livre par rapport aux différents noms utilisés ici. Vous avez le village Mbu. Mbu, en langue Congo, c'est le fleuve. Et bien, vous avez la rivière Mouila. Mouila aussi, je pense que c'est la rivière dans certaines langues congolaises. Bon, en tout cas, dans les noms, que ce soit les noms des personnages ou bien des localités, des rivières, j'essaie de puiser dans la culture congolaise. Vous remarquerez des noms comme Chibabi, comme Bouliafou, comme Kizouy, Nzefo, des noms comme Mouila, comme Fodo, ainsi de suite, Ngofo. Ce sont des noms que je puise dans la culture congolaise. Voilà, je ne m'éloigne pas de cette culture-là. Voilà, comme qui dirait, l'auteur est d'abord le reflet de son environnement direct. Alors, nous allons donc lire à la page 34 avec la bénédiction de l'auteur qui n'est autre que Edouard Kali-Tikachi. 34, dernier paragraphe. Livre en filigrane. Bonne lecture. Les 6 membres de la délégation, ainsi constitués, affichaient de larges sourires qui cachaient mal leur immense joie d'avoir été désignés pour une mission de terrain. Ils quittèrent la salle de réunion sans poser la moindre question, sans exiger la moindre garantie de sécurité durant la mission. Arrivé le mercredi après-midi dans le village de Mbu, la délégation, sous la conduite de son chef, Mpassi Bobo, se rendit chez le chef du village, une femme qui se trouvait être également chef de terre ou propriétaire foncier. Elle était âgée d'une 40aine d'années, plutôt svelte et joviale. Elle avait le regard perçant de ceux qui, semble-t-il, ont une vision décuplée, leur permettant de déceler les dangers afin de mieux protéger leur population. Elle rassembla rapidement son staff composé uniquement d'hommes avant de donner la parole aux membres de la délégation. Je continue. Voilà, là c'est comment ils ont été reçus. Ça veut dire qu'ils ont été bien reçus quand ils sont arrivés dans ce village. Ils ont été bien reçus. Le chef, c'était une dame aussi. Une dame. Elle rassemble son staff pour souhaiter la bienvenue à l'équipe qui vient d'arriver. Ben voilà. Après, on vous dit, vous allez travailler avec ce monsieur. Vous, le lendemain, vous prenez une autre. Vous changez. Voilà ce qui va arriver à la fin. On ne va pas raconter comment ça s'est passé. Ils se sont noyés. Il y a eu des morts ou pas de morts. C'est aux auditeurs qui nous écoutent de lire Les ailes du rescapé. Depuis que nous parlons de ce livre, nous n'avons pas encore orienté les auditeurs sur les points de vente. Le livre a été publié en France par le Lys Bleu. Il n'est pas encore arrivé à Brazzaville, sinon quelques exemplaires que j'ai pu amener moi-même en arrivant ici, mais il n'est pas vendu dans les librairies ici. Par contre, on peut le trouver à la FNAC. La FNAC en France le vend, donc la FNAC Brazzaville peut le trouver aussi. Et sur toutes les plateformes Amazon, dans toutes les grandes librairies de France, vous pouvez le commander. L'auteur est venu avec quelques exemplaires. Vous voulez les avoir, appelez le numéro de Radio Micodec et voilà, on vous mettra en contact avec l'auteur pour vous procurer quelques exemplaires. Je vous assure, en 3 heures, vous avez fini la lecture. En 3 heures, donc en un jour, vous avez lu le livre Les ailes du rescapé 15 fois. Ça dépendra de vous. Poursuivons donc avec ce voyage spirituel dans ce livre. Et ce que j'ai encore constaté, les titres de toutes les nouvelles commencent par un article défini. L'article défini qui est le ou est l'apostrophe. Quand on arrive à la nouvelle cabossé, on dit le cabossé, parce que tout c'est le naufragé, le tracteur, le chef, le rescapé, l'enseignant, l'hécatombe,
le cabossé. Et là, monsieur l'auteur, vous m'avez désorienté. Parce que quand j'ai lu seulement le titre, le cabossé, je me suis dit, bon, c'est un adjectif qualificatif. Donc c'est quelqu'un qui s'est retrouvé sous un véhicule, qui s'est retrouvé cabossé. Mais en lisant, je me rends compte que c'est le nom du personnage. C'est pas un adjectif qualificatif, mais c'est un nom. Oui, c'est un nom. C'est le sobriquet de quelqu'un qui s'est donné ce nom-là parce que il a vécu des situations dans la vie il considérait que sa vie a été cabossée. Lui-même, c'est un cabossé de la vie. Voilà. C'est quelqu'un qui a étudié, bien, qui n'a pas pu vraiment s'offrir une situation correcte. Mais il se bat et lorsqu'il a eu l'occasion de parler de lui, il a dit « Je suis un cabossé de la vie ». Le cabossé, c'est mon coup de cœur parce que je le dédie à tous les diplômés sans emploi qui se sont versés dans n'importe quelle activité pour subvenir à leurs besoins. Beaucoup de diplômés sans emploi aujourd'hui sont devenus maçons, tailleurs, chauffeurs de taxi, surtout dans ce domaine, dans ce secteur, ils sont nombreux. Chauffeurs de taxi, licenciés en économie, licenciés en... Voilà. Et donc, c'est pour moi une dédicace, vraiment avec votre bénédiction, puisque c'est vous qui l'avez écrit. Donc, c'est une dédicace aux diplômés sans emploi qui se débrouillent, qui ne restent pas à la maison, qui n'attendent pas. Parce que le cabossé, je vous assure, il tchatte bien la langue de Molière. Et vous allez le découvrir en lisant le livre. Mais il est pousse-pousseur en un mot. C'est lui qui oriente dans une quincaillerie du quartier. C'est lui comme le chef des pousse-pousseurs. Oui, tout à l'heure, lorsque vous avez lu les titres, j'ai senti que il y a eu comme une réaction d'émotion lorsque vous avez cité le cabossé. Alors, j'ai tout de suite compris qu'effectivement, ça a été votre coup de cœur. Donc, effectivement, le cabossé, c'est comme vous l'avez dit, un jeune qui est allé à l'école, qui a vraiment fait des études, mais arrivé à un certain niveau, il s'est arrêté, il ne pouvait plus avancer. Et il s'est retrouvé comme ça dans la rue, sans rien faire. Mais après, il s'est battu, il a organisé une équipe, c'est un chef d'équipe, il gère des pousse-pousseurs, il est lui-même pousse-pousseur, il se débat dans le travail, j'ai essayé de montrer comment il touche à tout, il court partout, il laisse pas passer les marchés. Et puis arrive cette dame très citadine, très bien habillée, très bien parfumée, qui roule dans une voiture luxueuse. Et lorsque le cabossé va pour proposer ses services, pour transporter du matériel, eh bien, il ne s'accorde pas sur le prix. Elle aurait pu s'arrêter là, mais elle s'est montrée tellement insolente, méprisante, irrespectueuse. À ce moment-là, le cabossé, ce n'était plus le cabossé de la vie, mais il était complètement transfiguré devant cette dame, et au point où la dame a quitté le lieu et l'a fui. Comme quoi, c'est pas l'habit qui fait le moine. Ne sous-estimez pas les gens à la première rencontre. Ne pensez pas parce que vous êtes plus haut que celui qui est plus bas est moins que vous. Dans cette nouvelle, vous avez peint le travail informel qui est celui des pousse-pousseurs, des manutentionnaires. Apparemment, on les voit, bon, des types de basse classe. Mais il faut un travail très important parce que vous achetez votre marchandise là. S'il ne vient pas, votre marchandise va recevoir les coups de soleil, coups de pluie. Elle n'arrivera pas chez vous. Sans eux, les pousse-pousseurs. Alors donc, je voulais ajouter que ce personnage que j'ai peint, le cabossé, non seulement il manie bien la langue de Molière, comme vous avez dit, mais il s'est montré d'une très grande sagesse qui a choqué cette femme-là et n'a pas pu répondre. Elle a préféré quitter les lieux. Parce que vraiment, il l'a raisonné. Il lui a fait comprendre qu'elle manquait de sagesse et que malgré sa beauté, malgré sa prestance, malgré les moyens qu'elle semblait avoir, elle a besoin même d'un pousse-pousseur. Voilà. Monsieur l'écrivain, toujours chez le cabossé, il est diplômé sans emploi, mais il est manager. Il est manager dans son domaine, parce qu'il faut aussi, là c'est la classification que vous avez faite, quel que soit le milieu dans lequel vous trouvez, si vous avez les compétences faites-le. Parce que lui, il est diplômé sans emploi, il n'a pas pu trouver le travail dans une entreprise, dans un bureau, et il dit, bon, je vais travailler là en tant que manutentionnaire dans cette quincaillerie, mais je vais manager les autres pousse-pousseurs, les organiser. Il avait même un carnet d'adresses. Il avait un carnet d'adresses, il était bien connu des personnes qui construisaient dans la zone. Et lui, il gérait les pousse-pousseurs. C'est lui qui orientait, va à gauche, va à droite, va devant telle quincaillerie, ainsi de suite. Donc c'était un patron, c'est un manager.
Et même dans le quartier, il rentrait dans tous les chantiers, il connaissait les maçons, les électriciens. C'était vraiment un patron qui gérait pratiquement son quartier. Nous allons terminer avec le cabossé sur cette note de lecture. L'auteur va nous aider avec le dernier paragraphe de la page 54. Presque aussitôt... Livre en filigrane, bonne lecture. Presque aussitôt, sans laisser à la dame le temps de réagir à sa première salve, il enchaîna en ces termes. Je ne suis ni un voleur, ni un mendiant. C'est la sueur de mon front que je gagne ce qu'il faut pour nourrir mon épouse et mes enfants. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens qui sont là pour mépriser les métiers des autres. Ce n'est pas parce que je suis pousse-pousseur que je ne connais rien ou que je ne vaux rien. Sachez que j'ai fait des études et que je suis titulaire d'un baccalauréat. C'est parce que je suis orphelin de père et que je n'ai bénéficié d'aucun soutien financier et matériel que j'ai dû arrêter mes études. Plutôt que d'être dans la paresse, je me débats honnêtement pour gagner ma vie et prendre soin de ma famille. Tout a été dit. Alors, on ne va plus tergiverser. C'est à vous de découvrir le début et la fin de cette nouvelle, Le Cabossé, qu'on trouve dans Les ailes du rescapé, écrit par Édouard Khalid Chikati, édité chez le Lys Bleu. Livre en filigrane, moment de délectation sur Radio Micodec avec Raïté Liengo. Rescapé. Nous avons une nouvelle qui est un peu éponyme. Les ailes du rescapé, c'est le nom du livre. Et nous avons une nouvelle, Le Rescapé. La scène se passe dans un hôpital, un centre hospitalier, où il y a des non-dits dans la prise en charge médicale, tout ça. Mais nous allons procéder par la lecture. Page 57, dernier paragraphe. Livre en filigrane, bonne lecture. Habituellement, au niveau du triage, le personnel de garde est sollicité toute la nuit et la garde est alors épuisante. Mais en cette nuit de juillet, alors qu'un léger vent frais souffle dehors et que tous les passants ont besoin de se couvrir pour ne pas grelotter de froid, pas le moindre malade, pas la moindre urgence, c'est le calme plat. Le docteur Bouzitou, responsable de l'équipe de garde cette nuit-là, commença à somnoler dans son bureau à 1h du matin. Après avoir passé du temps à lire ses messages sur WhatsApp, Facebook et Messenger. Les 3 bancadiers et les 3 aides-soignantes regardaient un film à la télévision, tandis que les 3 internes discutaient avec les 2 infirmiers diplômés d'État. Personne ne se doutait de la tournure qu'allait prendre la deuxième partie de leur nuit de garde et tous caressaient l'espoir d'avoir une nuit aussi calme jusqu'au lendemain matin. La suite de cette lecture avec l'auteur à la page 61. Le docteur Bouzitou s'employa du mieux qu'il put avec toute son équipe, mais malheureusement, 5 des 10 blessés moururent avant 3 heures du matin, 3 autres trépassèrent plus tard dans la nuit, et seuls 2 blessés arrivèrent jusqu'à 6 heures du matin. Ce sont ces 2-là que l'équipe de garde laissa en vie avant de quitter le service. Cependant, ils moururent aussi dans la journée. Cette nouvelle, quand je l'ai lue, je me suis retrouvé en face d'un film d'horreur. Cette nouvelle, Le Rescapé, c'est elle qui donne le nom au livre, Les ailes du rescapé. Ce docteur Bouzitou qui finalement a dû fuir, c'est comme un envol, c'est comme s'il a dû voler pour sortir du guêpier dans lequel il s'est retrouvé. Voilà, c'est pourquoi le titre du livre, c'est Les ailes du rescapé, c'est tiré de cette nouvelle, Le Rescapé. Ce que vient de dire l'auteur est illustré par le dernier paragraphe de la page 66. Tel un oiseau qui déploie ses ailes, en volant très haut pour échapper aux prédateurs, le docteur Bouzitou, le seul rescapé de l'équipe de garde, ayant tout perdu en quelques jours, s'enfuit très loin et se mit hors de portée de ses poursuivants. Il préféra un long et lointain exil plutôt que la tombe. Une seule question pour cette nouvelle. L'équipe qui était de garde a reçu des blessés. Elle s'est battue, mais c'était déjà trop tard. C'est-à-dire les blessés sont arrivés dans un état critique. Mais malheureusement, ce sont des situations que l'on vit, même dans les familles,
Vous emmenez un malade à l'hôpital, les médecins tentent tout ce qu'ils peuvent faire. Malheureusement, le malade meurt et tout de suite on accuse le personnel. On menace le personnel parfois. Il me semble avoir même entendu une histoire ici où on a dû frapper, je crois, un médecin ou une dame, une infirmière, parce que le malade est mort. Mais le malade est mort, ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas occupé de lui. Mais si la situation est critique, la mort est inévitable, parce que tous nous quitterons la terre, tous nous mourrons. Je voudrais aussi préciser que dans ce livre, vous constaterez que j'ai touché à plusieurs corps de métier. Je suis allé à l'hôpital, je suis allé chez les enseignants, je suis allé chez les agents d'agriculture, je suis allé dans le travail informel. Donc j'ai touché un peu à tous les corps de métier. Ça tourne autour du travail. Voilà. Parlant des corps de métier, vous l'avez évoqué, l'enseignant. L'enseignant, c'est l'avant-dernière nouvelle de ce recueil. Et j'ai noté la négligence dont sont victimes et les enseignants et l'arrière-pays. Parce que quand vous parlez de l'enseignant, vous nous racontez l'histoire de ce monsieur qui devrait être pour la première fois président du jury. Pour la première fois de sa vie, alors qu'il était pratiquement au soir de sa carrière professionnelle. Alors, il a vécu beaucoup de choses. On va lire quelques parties pour mettre les auditeurs dans le bain de cette nouvelle. Mais on l'appelle Ntoubiliano. Ntoubiliano. C'est Onvili aussi. Hein? Bon, mais comme je l'ai dit déjà, que j'ai tiré tous les noms de ma culture, quoi. Donc, c'est du terroir congolais que je tire tous ces noms-là. Et donc, ici, il s'agit donc d'un enseignant, effectivement, qui, pour la première fois, est choisi comme président de jury. Pourtant, il travaille depuis longtemps, mais il n'avait jamais été désigné comme président de jury. Alors qu'il y a chaque fois une effervescence. À la fin de l'année, plusieurs vont voyager à gauche, à droite pour aller superviser les examens. Lui, il n'avait jamais été choisi. Et la première fois qu'on le choisit, on l'envoie dans un coin perdu où le véhicule ne va que peut-être une fois par semaine, la route est mal fichue, et c'est là-bas qu'on l'envoie. Bon, il accepte parce que, voilà, il est président de jury, il va gagner quelque chose. Et finalement, le voyage se passe très mal. Et entre-temps, il avait même été déjà préparé, on lui a raconté comment ça se passe lorsque tu arrives dans une localité comme ça, les pressions, beaucoup de tentations et tout ça là. Et finalement, lui, en voyageant dans ces mauvaises conditions, en transport public, avec ses malles de matière et tout, puis voilà, ça se passe très très mal. Il fait un accident, il sort quand même vivant de là, mais il n'y a aucune assistance, il est pratiquement abandonné à lui-même. Un agent de l'État qui a été commis pour une mission est en difficulté. Malheureusement, ce n'est que sa famille qui arrive, sa femme et son fils. Et avant qu'on ne lise Ntoubiliano, est-ce que ça peut avoir une signification particulière pour nous qui ne connaissons pas le Vili, qui ne pouvons pas interpréter le Vili? Ntoubiliano, est-ce que ça explique quelque chose? Ntoubiliano, ça veut dire parler pour moi, intervenir pour moi, plaider pour moi. Voilà. Je n'arrive pas à défendre ma cause, plaider pour moi, intervenir à ma faveur. C'est ce que ça veut dire Ntoubiliano. Bon, je précise aussi que l'accident se produit au moment où l'examen se fait. C'est un examen d'État, et donc tous les services sont mobilisés pour l'examen. Donc quand lui il fait son accident, il n'a pas bénéficié du secours parce que les gens sont occupés à organiser l'examen. Oui. Et donc il s'est retrouvé abandonné à sa propre famille. Désolé pour Ntoubiliano. Et le nom va aussi avec son rôle, parler, plaider pour moi, parce que là je suis dans un lieu d'hôpital, donc c'est à vous de plaider pour moi. Et voilà. La page 78. Livre en filigrane. Bonne lecture. L'arrivée de ses deux parents furent d'un grand soulagement pour Ntoubiliano. Pendant les 10 jours qu'il passa dans cet hôpital, il ne put recevoir ni la visite d'un responsable de son ministère de tutelle, ni une subvention financière pour ses soins. Sa santé s'améliorait au jour le jour et sa femme, qui jusque-là s'était retenue, commença à lui partager son ressentiment sur son travail. « Je rends grâce à Dieu que tu sois sorti vivant de cet accident », lança son épouse un jour. « Tu aurais pu y laisser ta vie, comme ceux qui sont morts sur place. As-tu besoin de te sacrifier ainsi pour les autres? J'aurais pu devenir veuve à l'occasion de cet accident et je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir seule avec les enfants. » C'est d'un amateurisme inqualifiable, enchaîna son fils. Tu transportes avec toi des éléments déterminants pour l'avenir de centaines d'enfants de ce pays et tu es abandonné à toi-même.
Comment peut-on faire voyager un responsable dans de telles conditions avec des sujets d'examen d'État? Des bandits pouvaient vous tendre une embuscade sur cette minable route d'un Fodo et vous arracher les sujets. Ils pouvaient même te tuer en cas de résistance et ils s'enfuyaient avec les sujets pour aller les monnayer ailleurs. Combien d'argent y gagnes-tu pour accepter des missions aussi risquées? Est-ce que les organisateurs ne pouvaient pas te trouver un véhicule officiel avec escorte? Voilà que depuis que tu es alité ici, aucun responsable n'est venu à ton chevet. Nous devons nous débrouiller seuls pour faire face à tes soins médicaux et à nos propres besoins dans une ville où nous ne connaissons personne. Assommé par les percutants arguments de son épouse et de son fils, très amer et très remonté contre son administration qui était démissionnaire, Ntoubilianou finit par sortir de cet hôpital et rentra chez lui pour y poursuivre sa convalescence. Ntoubilianou, le pauvre, je l'imagine mince, avec beaucoup de cheveux, avec des chaussures enfilées comme les enseignants aiment bien enfiler. Voilà. Nous avons fait la ronde, nous avons une dernière nouvelle, l'hécatombe. L'hécatombe où dans une administration il y a beaucoup de décès qui se succèdent, et après on accuse le chef, voilà. C'est à vous de découvrir, c'est la dernière nouvelle, à moins que l'auteur ait une idée à évoquer sur l'hécatombe. Donc l'hécatombe c'est une nouvelle, c'est une situation qui se passe dans une administration privée, un cabinet privé. Et il y a des morts suspectes, des morts qui se succèdent. Des gens sont bien portants, ils travaillent toute la journée, et puis à la fin de la journée, quand ils rentrent, il y en a qui meurent. Quelque temps après, notre meurt. Et chaque fois qu'il y a un mort, on voit que le patron a une attitude, un comportement qui laisse les gens un peu perplexes. Finalement, on commence à le soupçonner, on commence à murmurer autour de lui, on commence à le menacer presque. Mais étant donné qu'il n'y a pas de preuve qu'il est coupable, qu'il est responsable, eh bien, on ne lui fait rien. Mais les gens commencent à fuir cette administration, les gens commencent à démissionner, à quitter parce qu'ils sentent que peut-être que ce sera moi le prochain. Tellement qu'il y en a qui meurent, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette administration. Mieux vaut quitter, mieux vaut partir loin de cette administration. Et le patron du cabinet s'appelle Tizouille. Et ce nom, Tizouille Koukil, oui, je sais pas, Koukoy. Tizouille Koukeli. Il s'appelle Tizouille Koukeli. En traduction, on pourrait dire, ce type c'est un voyou, il est suspect, il est fumiste. Voilà. Voilà, c'est avec ce rire contagieux que nous mettons un terme à cette émission Livre en filigrane, au cours de laquelle nous avons reçu Edouard Kali Tchikati avec le recueil de nouvelles Les ailes du rescapé, à lire absolument. Vous voulez vous procurer ce livre, appelez le numéro de Radio Micodec 06 987 91 84. L'auteur est encore sur place puisqu'il ne réside pas au pays. Et voilà, nous allons nous séparer avec ce mot d'au revoir de l'auteur. Donc je voulais quand même préciser que ce livre, il est bon pour des fonctionnaires, mais aussi pour des jeunes qui aspirent à trouver un emploi quelque part, aussi bien dans la fonction publique que dans les structures privées. Ce livre décrit un peu l'envers du décor, ce qu'on ne dit pas toujours dans le monde du travail. Ce qui se passe dans le cabinet Tizouille, par exemple, on ne vous dit rien. C'est une fois que vous êtes dedans que vous découvrez ça. Donc en lisant ce livre, ça vous ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe dans le monde du travail, ce qui se passe dans les missions de terrain, ce qui se passe à l'intérieur du pays, dans n'importe quel pays d'ailleurs, dans nos pays d'Afrique. Et donc c'est intéressant que des fonctionnaires puissent acquérir ce livre et le lire. Comme j'ai dit, il n'est pas encore en librairie ici au Congo, mais à la FNAC on peut le trouver parce que la FNAC en France le vend. Donc vous pouvez vous présenter là-bas et ils vont vous le commander, tout comme dans les grandes librairies, que vous pouvez faire votre demande et ils vont vous le commander. Entre-temps, je suis encore à Brazzaville, donc ceux qui veulent bien l'acheter peuvent me contacter à travers Radio Micodec pour avoir des exemplaires. En tout cas, merci beaucoup Raitel Yengo de m'avoir reçu dans votre émission. Ça a été une grande joie pour moi de partager donc autour de ce livre. Monsieur l'écrivain Edouard Kali Tchikati, on se dit au revoir. Merci, au revoir et à bientôt. Amis des belles lettres, au revoir.
C'était Livre en filigrane, un échange autour du livre. Livre en filigrane, chaque vendredi à 19h et dimanche à 15h sur Radio Micodec avec Raïtel Yengo.